On va continuer par Hubert de Salles. Hubert de Salles va nous parler de la transition réussie à l'échelon national, la neuroradiologie interventionnelle d'urgence. C'est quelque chose d'extrêmement important puisque ça concerne toutes les hémorragies intracrâniennes. Et il va falloir couvrir le territoire de manière efficace par un réseau capable de gérer ce type de complications. Et Hubert de Salles a eu un rôle majeur dans la formation de ce type de réseau. À toi, explique-nous ça. Merci beaucoup, Gérard, de cette invitation. Je suis très honoré et très heureux de tous les propos qui ont été tenus jusqu'à présent. C'est vraiment d'une très, très grande richesse et je pense que je vais reprendre des éléments. Donc, on ne s'était pas concerté dans la construction de cette présentation. Est-ce que vous avez l'image en grand écran ou alors un petit écran partagé? Je ne sais Bien. pas. C'est bon, vous pouvez y aller, on voit très très bien. Eh ben, les choses. Donc voilà. Donc le thème, c'était une transition réussie à l'échelon national de la neuroradiologie interventionnelle. Alors c'est déjà de vous faire un grand honneur, une bienveillance en disant que cette transition elle est réussie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi je tiens à commencer cette présentation par vous dire je sais d'où la neuroradiologie interventionnelle est née. Elle est née de la volonté de cliniciens, qui soient médecins, chirurgiens, neurologues, mais tous issus des neurosciences, de travailler ensemble et de s'intéresser au potentiel de l'imagerie médicale émergente dans la fin des années 70, des débuts des années 80, et en faisant que l'union faisait la force pour qu'on passe des stades préhistoriques des neurosciences véritablement à quelque chose de beaucoup plus opérationnel. Alors, René Ginjan a été cité par Gérard Morvan. Alors, je voulais simplement mettre quelques figures des pionniers dont certains ont fait partie de cette noble assemblée, en particulier Luc Picard. Et je tenais à rendre hommage à l'ensemble de ces pionniers qui ont participé au développement en travaillant main dans la main, grâce à la confiance qui leur a été accordée par leurs collègues de proximité, les neurochirurgiens des différents centres, René Ginjan et Jean-Jacques Merlan à la Réboisière, Pierre Lajonias, bien évidemment, au Kremlin-Bicêtre, Luc Picard à Nancy, et puis mon maître qui est toujours des nôtres et toujours en pleine forme, Axel de Kersaint-Gilly à Nantes. Alors, bien sûr, pour construire cette radiologie qui est devenue thérapeutique, eh ben, on s'appuie sur des hommes que je viens de vous montrer. Vous avez tous insisté sur le rôle essentiel des équipements et de la technologie et qui est inhérente au développement et à l'amélioration de la fiabilité, de la précision de nos gestes. C'est absolument fondamental. Les dispositifs médicaux innovants, j'aimerais bien qu'on puisse en reparler parce que c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui a fait faire des bons considérables à nos thérapeutiques et qui malheureusement aujourd'hui sont peut-être remises en cause d'un point de vue du remboursement. Et quand on parle de l'accès à l'innovation, je pense que ces dispositifs doivent être accessibles et d'un point de vue prise en charge financière. Donc je vais vous parler des ruptures technologiques et des ruptures scientifiques auxquelles nous avons été confrontés, qui s'accompagne bien heureusement de modifications réglementaires et des décrets récents qui ont été publiés, avec pour objectif, bien évidemment, d'offrir les soins les plus précis, les plus urgents aux plus nombreux et une couverture du territoire qui soit une couverture du territoire national ou ultramarin. Alors, quand on voit cette évolution, j'aime bien cette diapositive qui retrace un petit peu l'évolution de la radiologie sur des simples. On met sur une table de radiologie avec une source de rayon X, et puis on met le patient, et puis on essaye par voie transorificielle, percutanée, d'aller atteindre des cibles grâce au guidage, et puis alors parfois, véritablement de la scopie, de la graphie, on attend des heures avant d'avoir les images de chambre noire, et puis l'évolution avec la numérisation de la chaîne d'acquisition qui aboutit à véritablement des salles opératoires extrêmement bruyantes, des technologies qui baissent, qui diminuent les radiations. On a parlé de radioprotection, on est en train de faire des progrès considérables, mais je ne vais pas y mettre un là-dessus. Et puis des blocs opératoires ou blocs interventionnels qui, bien sûr, ont l'espace suffisant pour amener l'ensemble des technologies, que ce soit l'échographie, le scanner, et puis sous anesthésie générale, qui sont nécessaires. Et puis j'ai mis cette petite image là qui n'était pas dans la présentation de Gérard, en disant qu'aujourd'hui, bien évidemment, on réfléchit pour qu'il existe des salles. Alors, j'aime pas beaucoup le terme de salle hybride,
parce que pour moi, l'hybride, c'est le médecin qui devient hybride par la transversalité, par véritablement la disparition des cloisons et des murs. Et là, on abat une cloison, on abat un mur entre un bloc opératoire où on a fait venir les sources de rayons X qui vont faire du guidage par l'image et de l'interventionnel, et puis on abat la cloison vers un dispositif d'imagerie en coupe qui est ici une IRM, parce que bien évidemment le scanner est déjà embarqué dans nos imageries, mais là on peut aller jusqu'à rêver un jour d'avoir exactement une potentialité opératoire et la visibilité, le guidage par imagerie, par résonance magnétique. Alors tout ça, c'est bien entendu lié également à nos capacités par voie transorificielle ou par voie percutanée de naviguer. Et là, il faut rendre hommage, bien évidemment, à M. Seldinger qui nous a permis, au lieu de faire des ponctions directes des axes qui nécessitaient une anesthésie générale, cette fois-ci, de devenir moins invasif en passant par voie fémorale, ce qui peut se faire tout à fait sous anesthésie locale, et puis qui nous permet de naviguer, bien évidemment, dans l'arborescence artérielle ou veineuse du corps humain pour atteindre des cibles les plus distales au niveau cérébral. Alors, tout ça, c'est des équipements, bien évidemment, la technologie, mais la technologie également qui a évolué au niveau des dispositifs médicaux. Alors, je passe très rapidement, bien sûr, les ballons percés, où c'était de l'artisanat, avec Gérard Debrun, qui a été un des inventeurs véritablement de ces petits ballons largués, et j'ai la chance et l'honneur d'avoir été en capacité de faire ces petites ligatures sur des cathéters et aller larguer nos ballonnets dans les malformations vasculaires cérébrales, qui nécessitait une grande précision, mais qui faisait peser sur nos épaules une grosse responsabilité en cas de dysfonctionnement de notre petit montage. Les grandes évolutions ont bien entendu aussi considéré les dispositifs médicaux pour traiter les anévrismes intracrâniens et les spires, bien évidemment en platine, de formes différentes, de souplesse différentes et avec des copolymères qui permettent d'avoir une meilleure cicatrisation, jusqu'aux stents les plus compliqués pour traiter les anévrismes intracrâniens. On a bénéficié de toute cette évolution qui permet par voie interventionnelle d'avoir quelque chose qui nous donne un rôle majeur, une place incontournable dans la prise en charge de la pathologie vasculaire hémorragique intracrânienne aux côtés de nos collègues neurochirurgiens. C'est pour ça que la première des grosses pathologies qui a été un véritable détonateur professionnel pour la neuroradiologie interventionnelle a été cet anévrisme intracrânien, puisque c'est une activité que l'on faisait progressivement, en bonne intelligence avec la neurochirurgie, pour se partager les cas qui nous semblaient les plus accessibles et les plus adaptés, soit à la chirurgie, soit à l'endovasculaire. Bien évidemment, les anévrismes de la terminaison du trou basilaire au niveau de la fosse postérieure nous étaient plutôt référencés. Mais en 2002 est apparue la publication dans le Lancet d'un essai randomisé comparant l'efficacité de la radiologie interventionnelle à la phase aiguë d'une hémorragie ménagée pour traiter soit chirurgicalement, soit par endovasculaire, par neuroradiologie interventionnelle des anévrismes. Et le bénéfice est apparu clairement en faveur de la neuroradiologie interventionnelle. C'est une validation scientifique du bénéfice dans un cas ciblé d'une étude, bien évidemment, du traitement par l'intérieur des artères cérébrales. Alors, bien évidemment, ce changement de paradigme de traitement des anévrismes intracrâniens a été l'objet d'évaluation par la Haute Autorité de Santé, aboutissant à une structuration de notre métier. On aboutit à peu près 5500 anévrismes traités par an, qu'ils soient rompus ou non rompus, dans 35 centres historiques de neuroradiologie interventionnelle qui correspondent globalement aux CHU, avec des CHU qui ont ouvert cette activité plus récemment, et puis quelques ESPIC parisiens. Et cela reposait globalement sur un peu plus d'une centaine d'opérateurs seniors. La France avait, sur ces centres français, une grande expérience et couvrait de façon tout à fait sereine. On était habitué dans notre petite routine de traitement de la pathologie vasculaire cérébrale, et ce qui nous permettait d'avoir en bonne intelligence avec nos collègues neurochirurgiens, de proposer de façon systématique soit la neurochirurgie, soit l'endovasculaire, ce qui se fait toujours, bien évidemment. Mais on voit bien qu'à partir de la publication de l'étude ISAT en 2002,
le taux d'activité de la neuroradiologie interventionnelle sur les anévrismes intracrâniens a augmenté de façon considérable. Il reste un petit peu hétérogène sur le territoire. Il y a des centres qui conservent une activité chirurgicale importante, d'autres qui une activité neurochirurgicale beaucoup plus faible. Et ça, c'est lié, bien évidemment, aux habitudes locales, aux expériences locales. Et il est bien évident que et aux compétences locales. Et voici un champ opératoire que je dois à Gilles Brassier de l'opération chirurgicale par clip de ce volumineux anévrisme sylvien. Et puis ici, par transparence, à travers la paroi, des petites spires au sein d'un anévrisme à coller de cet anévrisme latéral. Alors, bien évidemment, jusqu'à une certaine époque, notre activité reposait sur cette pathologie vasculaire hémorragique intracrânienne. Les anévrismes, ce qui était la pathologie la plus spectaculaire et qui reste notre cœur de métier, qui était ma motivation pour faire ce métier, pour faire cette spécialisation de la radiologie, puisque je viens du monde de la radiologie. On était installé, il y a un taux de rupture d'anévrisme qui reste constant, une découverte d'anévrisme non rompu de façon fortuite qui augmente, mais là, la recherche avance. Et je reviendrai en fin de présentation sur la nécessité de structurer la recherche et de ces registres pour être bien, pour évaluer nos pratiques médicales. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, s'est produit une grande transformation et que la neuroradiologie a été confrontée, l'a cherchée, l'a bien voulu, est à la hauteur de ce défi à relever qui est le bénéfice de la neuroradiologie interventionnelle, de la thrombectomie, dans le cadre de l'ischémie cérébrale. Et là, on est sur un enjeu bien différent de la rupture d'anévrisme. Parce que vous voyez que l'accident vasculaire cérébral, c'est 130 000 patients par an. Et la rupture d'anévrisme, en tout cas, on en traite à peu près 2500 par an. Donc, on est sur une population beaucoup plus importante. Et le bénéfice a été montré en 2015 de la nécessité de réouvrir les artères par voie artérielle avec un bénéfice rarement atteint dans la pathologie, dans l'interventionnel dont on parle aujourd'hui. Alors, quelques chiffres que vous connaissez sûrement, mais c'est important de les rappeler. L'AVC, c'est la première cause de mortalité chez la femme. C'est la première cause de handicap acquise. C'est la deuxième cause de démence. Et que dans ce contexte-là, l'urgence est absolue, l'urgence est majeure, avec un impact sur les dépenses de santé qui sont évaluées, tout le secteur aigu et puis de suite et handicap derrière, de plus de 8 milliards par an. Alors, les grandes étapes, cette transition de la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral, ça a commencé d'abord par la fibrinolyse intraveineuse. On injecte un desktop par voie veineuse périphérique. Depuis 2003, c'est validé. D'abord dans les 3 heures qui survenaient, une imagerie cérébrale bien évidemment, puis 4 heures et demie, puis après avec les progrès de l'imagerie cérébrale et de l'IRM en particulier, on étend les indications, mais ça reste quand même un number to treat patient de 15. Suite à cette validation de la fibrinolyse intraveineuse, le plan AVC 2010-2014 a structuré les unités neurovasculaires au niveau du territoire. Premier maillage, considération en disant il faut offrir à la population française la fibrinolyse intraveineuse. Donc, le territoire français a été couvert d'environ 135 unités neurovasculaires pendant cette période 2010-2014. Avec à ce stade uniquement 50% des patients qui pouvaient accéder, qui étaient hébergés dans ces unités neurovasculaires. Or, l'objectif, là j'ai marqué un objectif de 80%, mais non, l'objectif c'est que tous les patients qui présentent un accident vasculaire cérébral puissent bénéficier, excusez-moi, de leur hospitalisation en UNV. Ça paraît absolument essentiel. Et au terme, vous voyez, de l'effet bénéfique premier de ce plan AVC 2010-2014, ça a été la publication en 2015 de 6 études randomisées dans les meilleurs journaux internationaux validant la thrombectomie mécanique, c'est-à-dire validant la revascularisation cérébrale par neuroradiologie interventionnelle pour déboucher les grosses artères occluses lors de l'accident vasculaire cérébral avec un bénéfice clinique considérable entre 3 et 5 patients traités pour en sauver un. C'est véritablement considérable. Et donc, à partir du moment où on dispose d'outils
aussi performants grâce à la technologie. Vous voyez, je vous montre des petits cathéters d'aspiration dont j'espère avoir le temps de vous reparler à la fin, parce que véritablement, c'est des cathéters dont le remboursement vient de nous être supprimé. En tout cas, l'inscription sur la liste en sus a été supprimée pour être réintégrée dans le GHS, avec un impact financier, donc, il ne manquera pas de se faire sentir. Et puis, les petits stent retrievers qui nous permettent de retirer les caillots. Je vous montre l'image toute bête. Voici une carotide de face. Et vous voyez qu'elle est bouchée en intracrânien avec un défaut de vascularisation cérébrale. On met en place notre petit stent et notre aspiration sur ce caillot. On retire le caillot. On reperfuse le cerveau qui, dans certaines circonstances, après, faut pas, voilà, des patients sont sélectionnés, bien évidemment. On insiste à une récupération dans ce cas-là, à d'intégrum, avec un patient qui peut récupérer chez lui sans aucun déficit. Après, dès 2015, la création de l'acte a été rapidement faite, donc c'est déjà un élément important, couplant les efforts de la SFNR, de la SFNV, des neurologues vasculaires et de la radiologie. Puis, en 2022, est abouti à une révision du régime d'autorisation de l'activité de neuroradiologie interventionnelle, dont il a été fait question par M. Michaud antérieurement, pour parler des conditions d'implantation. Et ça, c'était important parce que ça a introduit la notion de gradation et qu'il était nécessaire sur le territoire de se baser sur les 35 centres de neuroradiologie interventionnelle historique, mais de créer des nouveaux centres où serait fait exclusivement la thrombectomie mécanique pour se rapprocher de la population, avec des seuils d'activité pour dire qu'il ne faut pas en créer partout, mais il faut en créer là où c'est nécessaire. Parce que bien évidemment, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, il faut bien évidemment qu'il y ait un accès équitable des soins sur l'ensemble du territoire, c'est ce qu'on est dans un cas. Donc bien évidemment, on sait déjà très bien qu'il existe des zones plus ou moins désertiques au niveau de nos territoires, mais la thrombectomie a été véritablement un moyen de nous rapprocher et notre connaissance de la géographie française. Voilà en rouge les centres historiques de neuroradiologie interventionnelle. Voilà le reste du territoire où il manquait véritablement, où les patients ou des gros bassins de population manquaient, arrivaient trop tard dans les centres de neuroradiologie, parce que là, il n'est pas question d'attendre 24 heures comme pour un anévrisme intracrânien rompu, mais c'est immédiat. Et donc, voilà les centres qui sont en voie d'ouverture. Vannes est ouvert, La Rochelle est en instance, Pau, Bayonne ont été les premiers sur le plan national. Perpignan a attendu trop longtemps, mais il fonctionne. Nîmes fonctionne. Bastia est en cours. Valence est en cours. Annecy a commencé. Orléans, vous savez, est transformé en CHU. Il y a 4 centres qui sont, enfin, en tout cas, il existe une réflexion au niveau de la région parisienne importante dans laquelle je ne vais pas rentrer, et les Hauts-de-France avec Boulogne et Valenciennes qui sont en cours de déploiement. La Martinique est un centre historique de neuroradiologie interventionnelle également. J'ai mon collègue qui est en Guadeloupe, des activités plus ponctuelles en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, mais également un centre de neuroradiologie complet à Saint-Pierre de la Réunion. Donc, on a une vision très claire de ce que cette gradation doit nous faire. Ici, vous avez les centres dits de mention B grâce à la nouvelle réglementation, touchant les différents centres historiques. Et puis voilà les différents centres envisagés qui doivent être créés. Certains fonctionnent déjà, en particulier pour Bayonne. C'est véritablement quelque chose d'extrêmement actif et c'est un grand succès du maillage territorial pour véritablement couvrir. Alors, grâce à ce déploiement et cette activité non-stop depuis l'ouverture, il faut voir que nous avons triplé à effectif constant le nombre de thrombectomies offertes à la population française. En 2019, après, les chiffres se sont effondrés du fait de la crise Covid. Et puis, aux 2 cours de la crise Covid, nous avons un peu de difficulté, et nous analysons les raisons, à revenir à des taux de progression de thrombectomie mécanique. On a une analyse très fine. Ça, ce sont des données de l'Académie de médecine sur l'analyse régionale, parce que bien entendu, on fait du sur-mesure avec les centres historiques qui ont été positionnés de façon aléatoire. Et puis, on a cette comparaison avec l'Allemagne qui nous est un peu défavorable, mais en sachant que notre nombre de thrombectomies par rapport à l'Allemagne n'est pas en notre faveur, mais les Allemands bénéficient d'un nombre de lits
de soins intensifs neurovasculaires et de capacité d'hospitalisation beaucoup plus important que la France, avec un taux de thrombectomie qui influe sur le taux de thrombectomie, puisqu'il est de 194 par million d'habitants en Allemagne que pour 100, la moitié moins en France. Donc, c'est des données, bien évidemment, qui nous interpellent au premier plan, et ça nécessite véritablement une connaissance de l'ensemble de l'activité d'urgence de la neuroradiologie interventionnelle, en sachant qu'aujourd'hui, en 2022, la thrombectomie mécanique, l'activité d'urgence absolue, représente déjà 36% des actes lourds que nous réalisons, et il faut bien évidemment savoir que ces 36% de notre activité ne feront qu'augmenter et sont une activité qui se fait dans les 2 tiers des cas la nuit et les jours fériés. Donc, une activité de permanence de soins et d'urgence qui impacte véritablement son attractivité. Alors, on doit remercier, bien évidemment, l'Académie de médecine et nos collègues neurologues de s'être intéressés véritablement à l'évolution de la prise en charge de l'accident vasculaire sur le territoire national, avec la nécessité, il est bien souligné, de créer des lits supplémentaires là où il y en a déjà, pas en créer d'autres, et puis d'augmenter le nombre de... Alors, nos collègues nous appellent des neuro-interventionnalistes, mais dans le terme, on fait des radiologues interventionnels en formation pour répondre à la permanence de soins. Et ça, c'est l'objet majeur de notre œuvre. De même, la conférence nationale de l'AVC, qui a regroupé différents acteurs et dont j'ai fait partie, ont bien souligné le caractère véritablement polymorphe de cette prise en charge de l'AVC. Ça ne se résume pas à un interventionnel. C'est une filière globale. D'abord, l'accès aux soins par le 15. Après, le transport médicalisé dont il a été fait question. L'accès à l'imagerie en coupe. Et puis, l'interventionnel avec des plateaux techniques extrêmement importants. Et là, c'est là que se joue l'importance des ressources humaines qui permettront d'être au rendez-vous de ce défi qui s'offre à nous, malheureusement, enfin, bien heureusement parce qu'on est très efficace. Et qu'en termes de ressources humaines, une grande analyse a été faite par la Société française de neuroradiologie pour déterminer les besoins véritablement en termes d'opérateurs. Ça me fait penser à opérateur téléphonique. Je ne veux pas remplir sur la sémantique, discussion de sémantique qu'on a fait tout à l'heure, mais moi, opérateur, ça ne me vend pas. Mais vous voyez que ça me sort tout seul de la bouche quand j'en parle. Mais on sait bien que le nombre de médecins qui vont intervenir pour reperfuser les artères du cerveau vont être en nombre différent en fonction de l'activité. Et c'est sûr que dans les centres où il y a plus de 300 thrombectomies par an, il faut au moins 6 praticiens hospitaliers, et puis ainsi de suite. Il faut savoir où on va les positionner. On peut pas les disperser partout. Il faut renforcer les compétences sur des sites à haut niveau, parce que c'est comme ça que ça devra fonctionner de façon opérationnelle. Et ça, c'est possible que s'il y a des transports sanitaires efficaces. Et donc, on voit bien que avec les 30 centres, les 35 centres, 39 centres existants historiques, il y a 69 postes qui nous manquent. Pour les nouveaux centres qu'on va créer, il y a 64 postes qui doivent être créés pour être au rendez-vous. Et pour être au rendez-vous, on a déjà entrepris depuis 2015, je finis bientôt, on a entrepris depuis 2015 une réflexion sur la formation extrêmement précise. Et Francis Michaud en a parfaitement parlé, alors je ne vais pas revenir particulièrement là-dessus, mais la grande différence avec ce qui se passait avant, c'est qu'au départ, sur l'ancienne réglementation, les neurologues, les neurochirurgiens pouvaient se former de façon très précise à la radiologie interventionnelle. Aujourd'hui, les seuls qui ont maintenu la volonté de se former via une option et exclusivement au traitement de l'ischémie cérébrale aiguë, ce sont les neurologues. Donc aujourd'hui, c'est le DES de radiologie qui forme, qui donne la certification, et je vais vous montrer par ici la formation à la radiologie interventionnelle avancée, qu'elle soit vasculaire, urgence ou neuroradiologie interventionnelle. Donc c'est cette formation qui aura la certification en 6 ans, puis une option du DES de neurologie, qui est actuellement de 4 ans, et qui est donc poussé à 2 années supplémentaires, poussé à 6 ans, nous l'avons exigé, pour qu'il puisse éventuellement être formé
et exclusivement en thrombectomie mécanique. Ça pose quand même un petit souci, c'est le souci du projet professionnel de ces candidats qui restent neurologues, mais qui n'auront une activité interventionnelle que ponctuelle sur un seul geste. Et comment faire participer ces gens à l'ensemble de la prise en charge de la pathologie vasculaire cérébrale sur une permanence de soins, ça me paraît difficile. Je vois que le temps s'écoule, je n'ai pas détaillé ce qui a été bien fait des différentes options de notre formation. Aujourd'hui, sachez que nous avons de nombreux jeunes en formation et qu'il y en a 55 destinés à travailler en France. Donc, on a les ressources humaines, mais il faut les postes. Il faut les postes pour fidéliser ces opérateurs dans les différents centres. En configuration idéale, bien évidemment, on estime qu'un praticien, il doit avoir une activité minimale pour être compétent. Et donc, pour nous, c'est au moins 50 thrombectomies par praticien et par an et par centre. C'est absolument essentiel. Sinon, les gens perdent confiance et ne sont pas compétents. Je termine par cet aspect essentiel, c'est qu'aujourd'hui, notre métier est confronté à une pénibilité nouvelle, Oui. Mais une fierté sans nom qui est la permanence de soins de l'urgence neurovasculaire. C'est un sujet stratégique. Cette augmentation considérable de l'activité nocturne, en plus de notre activité du quotidien, impacte, épuise nos jeunes. Et pourtant, c'est la raison et notre fierté au service du public. Donc, on va avoir à gérer cette mission essentielle qui est ô combien valorisante parce que quand toute une équipe est là la nuit pour une thrombectomie mécanique chez un patient qui est déficitaire et, alors c'est pas toujours comme ça, mais c'est quand même souvent un patient qui sort de salle opératoire et qui commence à reparler et qui commence à rebouger, c'est quand même une satisfaction considérable et véritablement une évolution de notre métier qui donne envie. Malheureusement, cette activité de permanence de soins est un souci, est une inquiétude importante pour nous. Et je termine simplement par vous signaler deux manifestations importantes auxquelles je tiens. Bon, c'est la Société française de neuroradiologie qui a lieu en mars 2024, mais également dans le cadre des registres de la pathologie anévrismale. La Société française de neuroradiologie a été titulaire d'un financement par la FSM du registre des anévrismes intracrâniens et qui nous permet véritablement de s'inscrire dans une démarche d'évaluation de nos pratiques, mais bien évidemment avec une composante recherche fondamentale et d'intelligence artificielle qui est extrêmement importante. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci pour cette belle présentation et ce plaidoyer sur lequel on va revenir. Alors, sur la première partie, on a bien compris que le développement s'était fait en bonne intelligence entre les radiologues et les chirurgiens. Dans ce terme bonne intelligence, il y a intelligence. On comprendra mon allusion. Alors, sur la deuxième partie, qui est une question d'organisation qui nous intéresse beaucoup au plan de l'Académie de chirurgie, on évolue donc, si j'ai bien compris, d'une organisation régionale, puisque c'était les grands centres au début qui avaient lancé l'affaire, vers une organisation qui est plus départementale. Et quand on dit 360 000 habitants, on est au niveau départemental. On comprend quand même, vu la casuistique, que certains puissent hésiter à s'installer dans certains centres hospitaliers qui font référence dans leur département pour des raisons d'activité. Et ma première question, c'est dans votre projet, dans votre plan de développement, est-ce qu'il y a systématiquement l'association de neuroradiologie et d'un service de neurochirurgie? Car je pense que les uns se nourrissent des autres en termes d'épidémiologie. Et je ne crois pas, je pose la question, mais je connais d'avance la réponse. La réponse, c'est non. Alors, on a un neurochirurgien dans la salle, il va peut-être prendre le micro. Et est-ce que, alors c'est peut-être j'ai mal posé la question, est-ce qu'un neuroradiologue peut vivre au sens de son activité sans la proximité d'un grand centre de neurologie ou de neurochirurgie? Première question. Alors, la réponse, si je peux me permettre de répondre, oui, je vous laisse la parole juste après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la neuroradiologie interventionnelle, son activité hémorragique ne doit être à proximité immédiate de nos collègues neurochirurgiens. Tout se passe main dans la main. La nouvelle problématique, c'est pour l'ischémie cérébrale. L'ischémie cérébrale, là, il nous faut des neurologues vasculaires et une filière d'accueil
qui a abouti, auquel a abouti le plan AVC 2010-2014. Donc, il n'y a pas de souci. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il faut une convention systématique parce que avec les neurochirurgiens, pour que les nouveaux centres devront avoir une convention avec des centres de neuroradiologie interventionnelle, pour gérer les complications graves comme l'ischémie cérébrale étendue, l'accident Sylvien Malin, où la question d'un geste de craniectomie décompressive peut être posée. Voilà. Alors, peut-être un complément de réponse, mais simplement pour. Donc, c'est l'ischémie. Le problème, c'est l'ischémie. Et on a eu la discussion avec nos collègues cardiologues qui avaient exactement la même position sur le caractère de l'urgence et se posaient la même question du maillage territorial. Alors, on verra tout à l'heure qu'il y a la possibilité parfois d'intervention à distance. Ça, certainement, c'est une partie de la solution. Peut-être que vous n'avez pas évoqué, mais vous allez le faire maintenant. Est-ce qu'on peut imaginer dans des projets d'organisation future territoriale une superposition de centres vasculaires traitant l'ischémie, que ce soit l'ischémie cardiaque, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes gestes, bien évidemment, et l'ischémie cérébrale. Parce que là, il me semble que l'épidémiologie et l'urgence sont comparables. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté, on a interrogé les cardiologues, bien évidemment, au départ de mélanger. La physiopathologie de l'ischémie cérébrale est totalement différente de la physiopathologie de l'ischémie cardiaque. La filière est différente puisque nous, on a nécessité de passer par la case d'imagerie cérébrale. Parce que alors que le cardiologue, il a besoin de son électrocardiogramme et puis hop, on y va. Tandis que nous, on a cette… Le plateau technique opératoire peut être commun. Excusez-moi de vous interrompre, mais je parle du plateau technique opératoire. On parlait au début de la réunion de mutualisation et c'est des réflexions qui sont bien évidemment importantes. On peut mutualiser certaines salles et moi je plaide en faveur de salles communes pour l'urgence neurocardiovasculaire parce que la logique est la même, mais aujourd'hui, les choses sont, enfin, les cardiologues ont suffisamment de travail comme ça et n'ont pas été plus intéressés au niveau des sociétés savantes pour participer à cette aventure. Aujourd'hui, la filière de soins de la permanence de soins dans les centres périphériques, elle correspond à l'hémostase, à l'hémorragie, les accidents hémorragiques. Et donc, il y a déjà structuré une filière de radiologie interventionnelle. C'est cette filière de radiologie interventionnelle périphérique d'urgence et d'hémostase qui doit être upgradée pour acquérir en plus, dans leur escarcelle, le geste spécifique de la thrombectomie cérébrale. On a bien compris la réponse, elle est très claire. Christian Spagno. Oui, je pense vraiment que ce problème d'organisation de l'offre sanitaire avec les évolutions des techniques dont on a parlé toute l'après-midi, est un problème essentiel. Et je pense que le retard entre l'organisation territoriale par les pouvoirs publics et par tous les acteurs concernés par rapport à l'avance des techniques ne fait que se creuser. Et ça peut avoir des conséquences délétères. Je vais citer un exemple que Hubert de Zal a bien démontré, c'est le fait qu'il y a donc depuis une vingtaine d'années une grosse évolution dans la prise en charge des anévrismes intracérébraux. Il y a 30 ans, il l'a dit, il y avait à peu près 3000 anévrismes intracérébraux rompus, pour la plupart accessibles à un traitement curatif, et ces 3000 anévrismes étaient pris en charge dans la quasi-totalité par les neurochirurgiens. Or, la chirurgie de l'anévrisme, ça reste totalement une chirurgie pour laquelle le chirurgien a besoin d'un training permanent. Parce que techniquement, ça reste extrêmement difficile et une rupture d'anévrisme à ciel ouvert est quelque chose qui nécessite absolument une expérience, mais pas une expérience ancienne, une expérience au fil de l'eau. Et je crois que les neurochirurgiens ne me contrediront pas si je dis qu'il faut au moins opérer une 50aine d'anévrismes par an pour être vraiment un bon chirurgien à ciel ouvert. Il y a 30 ans, quand il y avait 3000 anévrismes qui devaient être traités, ça représentait à peu près une activité de 60 à 70 neurochirurgiens. Ça correspondait aux neurochirurgiens qui s'intéressaient à la chirurgie vasculaire cérébrale. Actuellement, il n'y a plus qu'au maximum 500 anévrismes en France chaque année qui restent éligibles à un traitement à crâne ouvert. Et généralement, d'ailleurs, ce sont les plus difficiles, les anévrismes d'axille les plus difficiles ou qui posent les problèmes techniques les plus difficiles.
aucune organisation n'a été faite actuellement et tout le monde peut partager sa responsabilité. Ce qui fait qu'actuellement, en France, il y a des anévrismes qui doivent être opérés, qui sont opérés par des neurochirurgiens qui n'ont plus l'entraînement suffisant. Et je suis assez provocateur, mais je pense qu'actuellement, un anévrisme opéré à ciel ouvert dans un certain nombre d'endroits est moins bien traité qu'il ne l'était il y a 30 ans, moins bien pris en charge avec les conséquences vitales que l'on peut avoir. Alors, dans ces 500 anévrismes, il y en a combien dans le cadre de l'urgence et combien dans le cadre d'une activité programmée? Comme l'a dit Hubert de Salles, le problème de l'urgence absolue, elle n'existe pas dans les anévrismes rompus. On a toujours 24 heures pour transporter le malade dans un centre où il sera bien pris en charge. Le problème, c'est qu'il faut avoir le courage politique pour les décideurs, mais aussi le courage pour la spécialité, de dire il n'y a plus actuellement la place que pour 5-6 centres de neurochirurgie, avec au moins 2 neurochirurgiens ayant l'activité suffisante. Et après, exactement comme l'a dit Hubert de Salles, il faut également réorganiser les transports. Mais actuellement, bon, je sais, parce que j'ai encore des contacts avec pas mal de mes collègues neurochirurgiens, il y a des jeunes adultes qui ont une rupture d'anévrisme. Pour une raison ou une autre, ils n'ont pas pu être pris en charge par un traitement endovasculaire. Ils sont opérés par des neurochirurgiens qui n'opèrent plus assez d'anévrisme et ça crée des situations dramatiques. Donc, il faut définir des centres de recours. Il faut réorganiser les choses, définir 5-6 centres de recours avec au minimum 2, voire 3 neurochirurgiens vasculaires qui auront l'activité suffisante pour qu'ils soient pris en charge de bonne qualité, comme il l'était il y a 30 ans. Bien, on va revenir. Bon, c'était très important de le signaler. On va peut-être évoquer la question, dans ce problème de ressources humaines, des traitements endovasculaires à distance. Peut-être c'est là-dessus qu'Hubert voulait poser une question. Je reprends la suggestion sur le plan technologique. On a vu des projets de gestes, justement, de télémédecine à distance. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors aujourd'hui, donc c'est un sujet d'actualité. Il y a 5 ans, je n'y croyais absolument pas. Au dernier congrès européen, il y a 1 an, je me suis dit, bon, bah, dans 10 ans, ça sera fait. On pourra faire the remote surgery, c'est-à-dire qu'avec véritablement de faire de la thrombectomie à distance. Aujourd'hui, les entreprises et les industriels qui disposaient de tels robots viennent de cesser leur utilisation. On repart à zéro. C'est-à-dire que c'est quand même un concept qui, je crois, a de l'avenir. Malheureusement, la solution technologie n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Donc, j'y crois, mais les industriels eux-mêmes, avec leurs outils, ils les retirent du marché. Donc, attendons un petit peu, nous ne sommes pas à maturité. Je pense que j'ai bon espoir que cela puisse se faire et que, par exemple, on n'aura pas les compétences de navigation endovasculaire partout dans le monde, malheureusement. Ça a été très bien dit. Je crois que c'est Gérard qui l'a dit. On peut pas tout avoir partout. C'est pas possible. Et là, the remote surgery est une bonne option. Mais aujourd'hui, gros coup de frein, les industriels retirent du marché leur dispositif expérimental. C'est pas une bonne nouvelle, surtout quand vous nous avez appris que 2/3 des interventions avaient lieu la nuit. Donc, ça va être difficile de mettre des équipes en permanence. Alors, Iraj Gambal, la toute dernière question en commentaire. Je voudrais vous poser 2 questions. Vous nous avez dit que plus le délai entre l'obstruction de l'artérielle et des obstructions est court, mieux c'est pour le cerveau. Or, en France, quelqu'un qui fait, qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne peux pas, on appelle le 15, il y a le SAMU qui arrive, on prend dans une ambulance, on commence à aller à l'hôpital, il faut que ça soit dans un service de neurovasculaire qui est là-bas, qui l'examine, qui dit il faut faire un scanner. Une fois qu'on a fait les scanners, qu'on a vu que c'est pas l'hémorragie, c'est à ce moment-là qu'on l'envoie à un neuroradiologue pour déboucher l'artère. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'instar d'autres pays, il n'est pas possible de raccourcir ce délai? Ça, c'est la première question. Deuxième question, j'ai senti qu'il y avait une certaine réticence de la part des neuroradiologues pour que les neurologues vasculaires puissent faire des obstructions. La raison, je ne comprends pas. Alors, 2 questions. Alors, raccourcir les délais, bien évidemment, on s'y attelle véritablement. Et aujourd'hui, nous avons une étude en cours où on accède, les patients qui ont un certain degré clinique de gravité sont admis directement en salle d'interventionnelle, où ils bénéficient d'un scanner en salle d'interventionnelle et
S'il n'y a rien, ben, ils repartent. Ou s'il y a une hémorragie, ils repartent. Voilà. Ou sinon, ben, on leur fait leur thrombectomie. Donc, on s'y attelle. Et je pense que le retard principal, ce sont les transports sanitaires. Les transports sanitaires. Donc, excusez-moi, donc vous court-circuitez neurovasculaire. Il faut ben non, parce que tout le monde se retrouve en salle. Tout le monde se retrouve en salle. Il faut court-circuiter les urgences. Les urgences, si un AVC va aux urgences, c'est une erreur. Il faut qu'il aille directement dans le bon circuit neurovasculaire. Soit il va directement en scanner, IRM, même endroit, la ressource d'imagerie médicale et l'intervention, toutes les compétences sont là. Donc ça, on s'y attelle, bien évidemment, c'est l'enjeu majeur. Les réticences vis-à-vis des neuros, c'est un procès qu'on nous fait. C'est véritablement un procès. On a formé alors je vois un collègue brésilien, on a formé vraiment de très nombreux, récemment au Brésil encore, pour former des neurochirurgiens, des neurologues, des pays du monde entier. J'ai même moi formé des neurologues, mais la différence, c'est que ces neurologues et ces neurochirurgiens ont changé de filière. On parlait du caractère rigide des spécialités ordinales. Aujourd'hui, s'ils veulent faire de la neuroradiologie interventionnelle, ben, malheureusement, ils sont obligés de changer de spécialité d'organe. Et aujourd'hui, il y a une option de neuroradiologie vasculaire, d'option de neurologie. Il y a 13 postes en France. Aucun n'a été choisi par les internes parce que les internes ont bien compris quel est le projet professionnel derrière. Quand ils commencent à toucher à l'interventionnel neuro, ils ont envie de tout faire et pas se limiter uniquement à un seul geste. C'est un petit souci actuel. Mais soyez, en tant que président, je suis extrêmement favorable à rester dans une atmosphère de neurosciences avec nos collègues neurologues et neurochirurgiens. Il paraît que depuis l'année dernière, pour le Conseil de l'Ordre, il y a la possibilité d'avoir 2 spécialités. Bon, peut-être que là, on va arrêter le débat. Alors, on a oublié de prendre une question justement de notre collègue brésilien, c'est ça qui m'y a fait penser, Hudson Nakamura, qui suit régulièrement les séances de l'Académie, qui posait la question des complications. Alors, il faut y répondre en 3 mots. Les complications. La première complication, c'est l'échec. Première complication, c'est l'échec. C'est ce qu'il dit. Donc, il y en a 2 sur 5 40% d'échecs, j'ai bien compris. Est-ce que vous confirmez ce chiffre et est-ce qu'on peut répéter la procédure? Non, c'est-à-dire qu'on reperfuse le cerveau, mais malheureusement, le cerveau ne récupère pas. C'est-à-dire que c'est l'échec clinique. Nous, la tuyauterie, on sait faire, mais c'est le bénéfice clinique pour le patient. Notre principale complication, c'est l'échec. C'est-à-dire de ne pas avoir bien sélectionné, de ne pas avoir agi suffisamment rapidement et que le patient ne récupère pas. Techniquement, on sait faire, mais parfois, ça n'aboutit pas. C'est un échec stratégique, on va dire. Merci beaucoup, c'est très clair.